Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau dimanche en politique. Ce sont des élections dont on entend assez peu parler et qui pourtant sont déterminantes. Les élections aux chambres d'agriculture. Elles ont commencé le 15 janvier et se poursuivent jusqu'à vendredi prochain. Leur objectif, élire les représentants des agriculteurs pour décider de la politique à venir en termes d'aide locale, d'installation, de conseils auprès des exploitants. Les luttes entre syndicats sont vives et dans un contexte de crise quasi inédite depuis un an, l'hégémonie de la FNSEA qui dirige les chambres de nos 5 départements est-elle menacée ? Nous en parlerons avec mes invités, représentants des principaux syndicats, et avec une sociologue aussi, spécialiste de ces syndicats et des enjeux de ces élections agricoles. Mais d'abord, si l'enjeu est crucial, c'est parce que les chambres d'agriculture, Cathy Collin, ont un rôle très important. Gagner les élections à la Chambre d'agriculture, c'est obtenir une place de choix pour appliquer et orienter les politiques agricoles. En Pays de la Loire, nous avons une chambre régionale. Elle compte 800 personnes et 75 millions d'euros de budget. De quoi apporter un conseil technique, par exemple, sur les phytosanitaires, sur l'utilisation du photovoltaïque ou encore de la génétique en élevage. La chambre propose aussi un accompagnement à l'installation ou des formations. Alors attention, elles ne font pas ce qu'elles veulent. Les chambres d'agriculture, c'est sous la tutelle de l'État, mais justement, le syndicat majoritaire aux élections gagne en légitimité pour échanger avec le gouvernement et donc orienter les politiques nationales. Et puis des sièges à la Chambre d'agriculture, c'est aussi plus de sièges dans les instances agricoles, par exemple la SAFER, l'organe du foncier, importante notamment sur les questions d'agrandissement. Enfin, et ce n'est pas un détail, il y a un enjeu financier. Les syndicats se partagent une enveloppe publique d'environ 14 millions d'euros en fonction de leurs résultats aux élections et ça peut représenter jusqu'à 80% de leur budget. Alors Cathy, en Pays de la Loire, la FNSEA dirige les chambres d'agriculture des 5 départements. Les élections sont très disputées. Qui part favori ? Alors, ça semble plutôt être la FNSEA associée aux jeunes agriculteurs. Regardez les résultats de 2019 dans la région. Elle était arrivée largement en tête. Ça ne s'est pas fait du premier coup cependant en Loire-Atlantique. C'était à l'issue d'un recours. Et c'est d'ailleurs dans ce département qu'il y a le plus d'incertitudes. La Confédération paysanne a tenu la Chambre pendant 30 ans avant d'être battue par la FNSEA en 2007. Le score de la coordination rurale ainsi que la participation seront donc cruciaux. En 2019, en Pays de la Loire, seuls un peu plus de 4 électeurs sur 10 s'étaient mobilisés pour aller voter. Merci beaucoup Cathy pour ce focus donc sur ces élections aux chambres d'agriculture dont on va parler dans ce dimanche en politique avec mes invités. Bonjour Stéphane Charbonneau. Bonjour. Merci d'être à mes côtés. Vous êtes éleveur à Beaurepaire en Vendée et vous êtes également responsable national de la section viande à la coordination rurale. Dominique Rousseau, bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes président de la FRSEA des Pays de la Loire. Je précise que vous laisserez votre place en seconde partie d'émission à Hugo David, président régional des JA, les jeunes agriculteurs avec lesquels vous menez une liste commune. Et puis Marie Savoie, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste de la Confédération paysanne en Loire-Atlantique. Je précise donc que cette élection qui vous concerne tous se poursuit jusqu'au 31 janvier, vendredi prochain, essentiellement par voie électronique et que les résultats sont attendus autour du 6 ou du 8 février. Les agriculteurs attendent beaucoup de ces élections. Alors pour commencer, que leur diriez-vous les uns et les autres sur 30 secondes maximum pour présenter votre liste et un point de votre programme? On va commencer avec vous, Stéphane Charbonneau. Alors voilà, nous, au niveau de la Chambre d'agriculture pour la coordination rurale, on veut surtout une chambre asyndicale, c'est-à-dire sans discrimination et sans exclusion surtout. En plus de ça, il faudrait un service juridique qui soit vraiment propre à la Chambre, ce qui n'est pas le cas toujours actuellement, et une information professionnelle pour tous les agriculteurs de Vendée, en fin de compte, pour ma région. Voilà. Et au niveau des installations, il faudra surtout être vigilant là-dessus, avoir un parcours d'installation pour les aidés et les non aidés. Voilà. Et autre chose aussi, c'est ce service de remplacement qu'il faudrait absolument qu'il soit à un tarif unique pour tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est les points différents de votre programme et pas un seul prioritaire. Dominique Rousseau, si je vous pose la même question, à la fois qu'est-ce qui pourrait donner envie à des agriculteurs de voter pour votre liste FNSEA dans chaque département et un point prioritaire de votre programme? Alors,
Ce sont des élections avant tout, même si c'est une chambre régionalisée, ce sont des élections départementales. Et quand on condense un peu les professions de foi de tous les départements, c'est de réunir aussi des hommes et des femmes qui ont le goût d'entreprendre, des hommes et des femmes qui ont des exploitations efficientes au niveau économique, parce que le renouvellement des générations se fera uniquement parce qu'on a des exploitations efficientes et vivables, des hommes et des femmes qui participent à la dynamique des territoires ruraux. Voilà. Merci Dominique Rousseau. Et puis Marie Savoie, même question. Pour nous, l'enjeu de ces élections professionnelles, c'est vraiment de ramener de la proximité avec les agriculteurs sur les territoires et de aussi pouvoir permettre du dialogue, ce qui a manqué pendant ce dernier mandat. Au niveau de la Confédération paysanne, on porte vraiment des listes sur tous les départements. Nos priorités, ce sera vraiment la défense du revenu, l'accompagnement des agriculteurs aux transitions et évidemment l'installation des jeunes en agriculture. Ce qui nous différencie vraiment des autres syndicats, ce sera au niveau de la méthode. Nous, on veut vraiment travailler avec les agriculteurs et pour tous les agriculteurs, quelle que soit leur tendance syndicale. Merci aux uns et aux autres de ce premier tour de table. On va s'attaquer maintenant un petit peu à votre programme. Mais d'abord, est-ce que l'enjeu pour vous tous, ça n'est pas aussi de mobiliser les agriculteurs? On l'a entendu avec Cathy Collat il y a un instant. Pour la première fois, la participation a été en dessous des 50% il y a 6 ans, alors que c'était quand même 55% en 2013. On va voir les chiffres. 70% en 1983. L'enjeu, c'est vraiment de mobiliser les agriculteurs, non ? Oui, effectivement, nous, au niveau de la coordination rurale, on a essayé de mobiliser au maximum les agriculteurs. Je pense qu'en 2024, on a essayé de faire le maximum pour faire voir comprendre nos programmes que nous avions en place, en espérant que cette fois-ci, ça soit vraiment acté dans les urnes. Et vous, Monsieur Rousseau, comment est-ce qu'on mobilise des agriculteurs qui, visiblement, s'éloignent de plus en plus? On en parlera d'ailleurs du monde syndical. C'est pas qu'ils s'éloignent du monde syndical, c'est qu'on a du mal à mobiliser sur le terrain, puisque les agriculteurs sont aussi des citoyens. On a un contexte politique qui est celui qu'il est aujourd'hui. Nous, syndicats, on est des corps intermédiaires, et c'est aussi de communiquer avec nos troupes, de savoir sur quel dossier on est. Nous le syndicalisme, la campagne chambre, elle dure 6 ans, en fait, puisqu'on est dans les dossiers pendant 6 ans. Et c'est aussi de divulguer, enfin de travailler et de porter la parole des dossiers envers tous nos adhérents. C'est ce qu'on fait actuellement. Et en un mot, Marie Savoie, sur ce sujet, allez chercher, d'ailleurs, vous avez lancé un bétaillère-tour, ce que vous appelez, c'est-à-dire que vous allez au plus près. C'est comme ça qu'on peut ramener des agriculteurs à l'envie de voter. On constate vraiment que depuis 6 ans, depuis le début du processus de régionalisation, il y a eu un éloignement de la Chambre d'agriculture des agriculteurs, et ça s'est vraiment vu au sein des antennes territoriales. Il y a des choses qu'il est intelligent de régionaliser. La compétence économique est à la région, il y a l'informatique, l'identification animale, il n'y a pas de souci pour régionaliser, mais vraiment l'ancrage, la proximité avec les agriculteurs au quotidien, c'est perdu, et pour nous, c'est aussi pour ça qu'il y a vraiment un éloignement et un désamour des chambres d'agriculture. Et une baisse de cette participation. Alors, est-ce que les agriculteurs électeurs seront plus nombreux cette fois? En tout cas, qu'ils soient syndiqués ou non, les agriculteurs que nous avons rencontrés ont bien l'intention de se mobiliser d'ici la clôture du scrutin. Écoutez ces paroles d'exploitants et leurs attentes sur les élections recueillies par Cathy Collat et Antoine Repère. Dans la famille Biorret, on vit de la terre depuis 5 générations. 360 hectares de culture, céréales et légumes. Et depuis quelques années, la méthanisation, devenue un revenu indispensable face à la hausse des coûts de production. Pour Bruno, soutenir la FNSEA, syndicat historique et majoritaire, c'est se faire entendre dans le monde d'aujourd'hui, quand les agriculteurs ne représentent plus qu'1% de la population française. Pour nous, c'est le syndicat qui représente le mieux l'agriculture. Il n'y a pas d'a priori par rapport au type d'agriculteur. Donc on peut être bio, conventionnel, éleveur, légumier, maraîcher. Pour moi, il y a une représentativité pour tous. L'agriculture, c'est aussi une activité économique qui est liée à des interlocuteurs ou des industriels puissants. Et je pense que Arnaud Rousseau, sur ce point de vue-là, a une certaine force parce qu'il comprend ce modèle-là.
Pour Fabrice, éleveur laitier en bio, c'est le système agroalimentaire très concurrentiel qui écrase le revenu des agriculteurs. Il est non syndiqué et s'il n'adhère pas à toutes les positions de la Confédération paysanne, classée à gauche, c'est vers elle que se portera son vote pour des fermes plus petites, plus autonomes. À aucun autre moment de notre carrière, on a la possibilité d'influer le modèle agricole à notre échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit on fait le choix d'une agriculture plus respectueuse et plus humaine, ou soit on fait le choix de continuer dans du libéralisme. Il ne faut pas chercher midi à 14h, avec du revenu on règle tout. Si on arrive à régler ce problème-là, on attire des jeunes, et si on attire des jeunes, les fermes s'agrandissent moins, et si les fermes s'agrandissent moins, il faut moins de capitaux pour les reprendre, et on sera plus nombreux. Dans un système comme ça, vertueux, quoi. Pierre, lui non plus, n'est pas syndiqué. Il n'avait jusqu'ici jamais voté aux élections professionnelles. Cette année, il y tient. Il n'a pas arrêté son choix, mais exprime une sympathie pour la coordination rurale. Il représente peut-être plus le monde agricole que la FNSEA, qui pour moi est un peu un colosse au pied d'argile à l'heure actuelle, quoi. Il n'y a toujours pas de changement au niveau politique. Et je pense aussi au niveau des chambres, peut-être qu'il faut que ça change, ou peut-être juste histoire de faire bouger peut-être un petit peu les lignes au niveau des syndicats. Qu'est-ce que ce serait, vous, votre priorité? De vivre de mon métier et de plus avoir besoin, plus avoir besoin d'aide. Un souhait exprimé par tous nos interlocuteurs. Reste à savoir comment y parvenir. Et oui, bien sûr, vivre de son métier, c'est l'objectif, j'imagine, partagé par toutes vos listes. Mais on va s'intéresser un petit peu plus précisément à vos programmes aux uns et aux autres. Il y a un point qui vous rassemble, hein, au moins celui-là, c'est l'opposition au traité de libre-échange type Mercosur. Pour le reste, c'est beaucoup plus partagé. On va s'intéresser aux pesticides. Est-ce que pour vous, Dominique Rousseau, il faut réduire leur place? Ça, j'imagine que oui, à court ou moyen terme. Mais à quel rythme et comment? Alors, ce qu'on demande surtout, pas d'interdiction sans solution, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop de cultures qui sont dans des impasses, des cultures qui risquent de disparaître du paysage français. Surtransposition, on ne joue pas à armes égales avec nos collègues européens, voire mondiaux, et dans le même temps, développer la recherche pour justement faire cette transition, parce qu'on s'aperçoit aussi que les plantes aujourd'hui peuvent se défendre par elles-mêmes, et on peut travailler là-dessus. La recherche appliquée fondamentale travaille dessus, donc les solutions, on les aura pas demain. La solution, elle peut être scientifique, en fait. Elle est scientifique. Donc de trouver des nouvelles molécules éventuellement. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, Stéphane Charbonneau, avec ça? C'est-à-dire pas d'interdiction sans solution? De toute façon, oui, je suis d'accord là-dessus. De toute façon, c'est le seul médicament qu'on a actuellement pour soigner les plantes. Parce qu'autrement, c'est l'humain qui va être malade. Parce que vous savez que si on ne traite pas, il y a des mycotoxines qui se développent souvent sur des céréales, et après, on le retrouve dans le pain. Et c'est très dangereux pour la santé de tout le monde. Donc, vous dites que les traitements sont plus bénéfiques que les pesticides? Je ne dis pas. Qu'il vaut mieux traiter que de ne pas traiter? Il faut traiter. Quand vous avez un blé qui est malade, si on ne le traite pas, je vous garantis que c'est très très grave pour avoir ceux qui vont récolter la farine par derrière. C'est pour ça que c'est indispensable de bien traiter. Mais est-ce qu'il faut en sortir vraiment définis? Est-ce qu'il faut en sortir à terme des pesticides pour vous à la coordination rurale? Non, on ne pourra pas s'en passer de toute façon. Donc il y aura toujours des pesticides? Oui, et il le faudra toujours. J'imagine que ce n'est pas votre point de vue, hein, Marie Savoie. Même le glyphosate, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Même le glyphosate, si vous ne traitez pas. Et les mauvaises herbes, il y a des mauvaises herbes qui peuvent être toxiques pour les plantes qu'on va récolter. J'entends, mais donc vous nous dites, même le glyphosate, il faudra le conserver, même à terme. Marie Savoie, j'imagine que vous n'êtes pas du tout sur cette position. Évidemment, on n'est pas du tout sur cette ligne. On doit aujourd'hui agir en responsabilité. La qualité de l'eau, c'est un enjeu de santé publique. C'est un enjeu de santé publique, y compris pour nous, les agriculteurs. On a un rôle à jouer et la Chambre d'agriculture doit accompagner les agriculteurs vers la sortie de la chimie, en priorité sur les zones de captage, puis progressivement sur tout le territoire. Pour ça, on doit vraiment développer une stratégie économique performante, c'est-à-dire qu'il faut accompagner les gens en travaillant à la fois sur la réduction des coûts, notamment des intrants, et la valorisation des produits pour avoir une meilleure rémunération. Et
tous les efforts auxquels les agriculteurs sont prêts à consentir doivent se faire à condition d'avoir une juste rémunération, une meilleure répartition des aides et un soutien à la bio et à la polyculture élevage. C'est important. Mais je reviens quand même sur cette formule que vous avez utilisée, Dominique Rousseau. Est-ce que pour vous, la même chose, c'est pas d'interdiction sans solution ou interdiction quoi qu'il arrive ? Les solutions, elles arrivent, elles existent, c'est au rôle des chambres d'agriculture de les mettre en avant. Aux chambres d'agriculture, on a des fermes expérimentales qui travaillent, il y a des agents compétents, il y a des organismes de recherche, à condition qu'on ne les mure pas, on peut s'appuyer sur eux. On n'a pas toutes les solutions tout de suite, mais il y en a et c'est notre rôle de les mettre en avant pour donner un cap aux agriculteurs et les accompagner. Deuxième thème, les règles. On a vu qu'elles ont vraiment, les normes, elles ont vraiment beaucoup mobilisé lors de la crise et des manifestations très importantes qui ont eu lieu il y a tout juste un an. Est-ce qu'il y a trop de règles et de normes en France pour vous ? Stéphane Charbonneau, on peut commencer avec vous. Est-ce qu'il faut supprimer un certain nombre de normes et de règles ? Par exemple, supprimer carrément les visites, c'est votre demande, des agents de l'Office français de la biodiversité dans les exploitations ? Alors là, oui. Au niveau de la coordination rurale, là-dessus, on n'a jamais été d'accord avec ça. Parce que, en fin de compte, c'est des organismes qui ne connaissent rien du tout au niveau de la biodiversité. Nous, notre métier, nous, agriculteurs, en fin de compte, on sait très bien ce qu'on fait. On sait très bien, c'est nous, le bon sens paysan, c'est nous qui l'avons sur les fermes. C'est pas ces gens-là. Vous savez, quand on a un contrôle le matin, comme ça, pour venir nous contrôler dans notre ferme, en disant, voilà, il y a ci, il y a ça qui ne va pas dans l'exploitation, mais on le sait très bien. Donc vous nous dites, plus de contrôle, en fait, ça ne sert à rien, ils ne connaissent pas leur travail. Ça ne sert à rien, c'est clair et net. On n'en veut pas, nous. Bon, peut-être, mais en tout cas, c'est des agents, en plus de ça, ils viennent armés chez nous. Services publics, j'imagine. En plus de ça, ils viennent armés chez nous, c'est pas question. Armés. On n'est pas des délins. Armés. Oui, ils sont armés, ces gens-là. Désormais, ils sont armés, vous nous dites, quand ils viennent vous faire On n'est pas des dealers, quand même, il faut arrêter. Alors, c'est ce qu'on dit certains, effectivement. Dominique Rousseau. Il faut savoir aussi qu'on touche des aides publiques, et quand on touche des aides publiques, il y a des contrôles sur des dossiers, tout ça, on est prêt à l'accepter, mais ce que demande la FNSEA-JA aujourd'hui, c'est arrêter tous ces contrôles en continu. On demande un contrôle par an, voilà, bien ciblé. Et par rapport, il a été question de l'OFB, effectivement, il y a des questions qui se posent sur le terrain, alors que les gens de l'OFB au niveau régional et départemental, on travaille avec eux justement pour l'acceptation de certains contrôles. Donc c'est de travailler en bonne intelligence quelque part avec eux. Le temps avance, j'aimerais votre point de vue, Marie Savoie, très rapidement sur ce sujet, l'émission avance. Sur l'OFB précisément, il faut quand même relativiser, on a une chance, moins d'une chance sur 100 d'être contrôlé en tant qu'agriculteur par l'OFB par an. Donc la question des contrôles, c'est dur pour les agriculteurs, mais ce n'est pas le sujet principal selon moi. Il y a quand même des normes qui sont... la majorité des normes sont là quand même pour nous protéger, mais certaines sont inadaptées dans leur application. Je parle des normes notamment qui pénalisent les élevages plein air. Là-dessus, il faut travailler. Et on a eu aussi des soucis sur les ratios de retournement des prairies. Alors que de la politique pousse à la céréalisation, derrière, on a des normes qui empêchent les éleveurs de retourner. Donc des normes plus adaptées à la réalité ? Oui, c'est ça. Au quotidien des agriculteurs, mais des normes toujours, notamment. Voilà, les normes nous protègent, mais leur application sur le terrain, des fois, en effet, peut-être qu'on est un peu hors sol. Ah, donc vous rejoignez un petit peu ce que nous dit Stéphane Charbonneau sur l'Office français de la biodiversité, c'est surprenant. Pas sur l'OFB, sur le fait que des fois, certaines normes, c'est leur application sur le terrain qui sont inadaptées à la réalité et au quotidien des agriculteurs. On va clore ce sujet sur les pesticides et sur les normes qui vous divisent pas mal, on l'a compris. Merci beaucoup Dominique Rousseau d'avoir été à nos côtés. Et je vais appeler Hugo Davy pour nous rejoindre tout de suite. Il va prendre votre place puisque vous menez une liste commune. Je vous invite à me rejoindre, Monsieur Davy. Vous êtes, vous, président régional des jeunes agriculteurs. On va s'intéresser avec vous à un autre sujet qui est particulièrement important, notamment pour l'avenir. Bonjour, merci d'abord d'être avec nous. C'est les installations. Vous l'avez évoqué dans vos propos, tous dans vos propos d'introduction. C'est une question très sensible, l'installation des agriculteurs et pas seulement des jeunes agriculteurs. Pourquoi ? Eh bien parce que la population agricole vieillit et se renouvelle de moins en moins. On va regarder ces chiffres qui sont vraiment très illustrants. Il y avait en 1970 1 600 000 agriculteurs en France. Ils étaient en 2020, au moment du dernier recensement, 496 000, divisé donc par 3. Ça veut dire que l'enjeu de l'installation, il est énorme parce qu'il y a une seule chose qui augmente aujourd'hui, c'est la taille des exploitations. Est-ce que c'est ça l'avenir ? Non, je ne pense pas que l'avenir soit, a fortiori, l'agrandissement à excès.
Mais on constate aujourd'hui que le papy boom arrive. On constate qu'aujourd'hui, un tiers de nos agriculteurs éleveurs arrivent à 55 ans, voire 60 ans. Et comment est-ce qu'on enraye ça? Ils vont donc partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Dans les 5 ans, on va dire, sur la prochaine mandature des élections de chambre. C'est énorme. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on enraye ça? Il faut de l'installation. Et donc, là-dessus, on a travaillé sur l'ADJA il y a 2 ans avec les jeunes agriculteurs. Moi, je n'y étais pas, mais mes précédents l'ont fait pour promouvoir l'élevage au sein de la région et aussi l'agriculture biologique pour avoir des dotations supplémentaires pour favoriser l'élevage. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il faut plutôt favoriser l'installation plutôt que l'agrandissement d'exploitation. On a vu la polémique qu'il y a eu autour de Denay, c'était dans le Maine-et-Loire il y a quelques semaines, où là, il y a eu une préférence, alors pas seulement à l'agrandissement, mais plutôt à la répartition des terres entre des agriculteurs déjà installés. Vous nous dites en un mot, ça peut s'entendre aussi. Alors l'histoire de Denay a été conclue par la SAFER. Oui, donc, en Maine-et-Loire. Alors on ne va pas revenir sur ce sujet, mais de façon plus globale. Parce que, plus globalement, en fait, c'est l'installation avant tout qui doit être priorisée. Oui, et l'installation passe aussi dans des sociétés aujourd'hui. On a quand même 51% des porteurs de projets qui s'installent en société, donc en GAEC, en groupement agricole des exploitations, pour avoir une vie de famille et allier la vie professionnelle, et pour pouvoir se dégager du temps. Et donc une taille de structure conséquente, forcément, parce qu'on a plusieurs agriculteurs qui se sont regroupés au sein du même... C'est aussi pour ça qu'il y a des exploitations de plus en plus importantes. Un mot sur ça, Stéphane Charbonneau, aussi, sur ces installations. Est-ce qu'il faut privilégier l'installation ou l'agrandissement? Alors, l'installation, il y a un gros souci au niveau de l'installation. Si on n'a pas de revenus, on n'aura pas d'installation. Ça, c'est clair, net et précis. On le voit très bien. Avec le nombre d'éleveurs, enfin même d'agriculteurs que nous avons perdus depuis 1980, on est passé de 1 200 000 à 400 000. On peut revoir les chiffres, effectivement, qui sont très illustrants. Croyez-moi, c'est très très grave. Et on en voit très bien, ça n'a pas été compensé par des installations. Il y a eu de l'agrandissement. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de revenus. Et sans revenus, qu'est-ce qu'on fait? On n'installe personne. C'est impossible. Il va falloir revoir ça complètement de A à Z. C'est pour ça qu'à la coordination rurale, là-dessus, on a des solutions. Alors lesquelles? En 2 mots, parce qu'on est bientôt à la fin. Alors, pour les revenus, mais vraiment en 2 mots, s'il vous plaît, solutions, on en a déjà évoqué. Les revenus, il y a une chose qui est claire et nette, c'est qu'il faudra absolument mettre l'exception agriculturelle et de la régulation sur les productions pour obtenir des prix. Nous, vous le savez très bien, à la coordination rurale, on est pour des prix et non des primes. Et vous, Marie Savoie, face à cette installation et aux revenus, parce qu'effectivement, tout est lié, Oui, je souscris tout à fait. Sans revenus, on n'attirera pas les jeunes. Donc, on a vraiment besoin de rémunérer le travail, mais aussi de probablement plafonner les aides à l'installation. Un chiffre de 50 000 € par actif ne semblerait assez correct pour éviter la course à l'agrandissement des fermes, par exemple. Et donc, l'installation, ça reste quand même la priorité. Il faut absolument favoriser les installations plutôt que les agrandissements, en un mot. Oui, c'est le rôle de la Chambre d'agriculture d'accompagner ce travail, et on doit lier l'accompagnement des porteurs de projets à l'accompagnement des cédants à la transmission. Seulement 1,6% des cédants sont formés à la transmission. Donc, il faut vraiment, la priorité, ce sera de travailler sur ce sujet-là. C'est aussi un enjeu très important. Merci beaucoup aux uns et aux autres d'avoir participé à ce débat qui vous a peut-être permis d'y voir un peu plus clair sur vos différents programmes. Je rappelle donc vos listes, à la fois FNSEA et Jeunes Agriculteurs, liste commune, Coordination Rurale, Confédération Paysanne. Le vote se poursuit donc jusqu'à vendredi prochain et les résultats sont attendus une semaine plus tard. Ce sera autour du 6 ou du 8 février. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Mais tout de suite, on va prendre un petit peu de hauteur sur tous ces sujets qui ne sont pas forcément faciles à appréhender pour vous qui n'êtes peut-être pas agriculteurs et qui nous regardez, avec Bertie Itaro. Elle est sociologue à l'École supérieure des agriculteurs et on l'a retrouvée sur son campus à Angers. Bonjour Bertie Itaro. Bonjour. À l'heure où en fait les politiques agricoles sont très largement pilotées par l'Union européenne, est-ce que ces élections aux chambres d'agriculture sont toujours aussi déterminantes et est-ce qu'il y a une vraie différence si une chambre est dirigée par la FNSEA, la Coordination Rurale ou la Confédération Paysanne? Alors oui, parce que tout ne se décide pas à Bruxelles ou à Paris pour ce qui concerne l'agriculture. Prenons 2 exemples. Premier exemple, les politiques qui concernent l'environnement, la gestion de l'eau, l'évolution du climat, beaucoup de choses se décident en local, en fonction des situations, par exemple des bassins versants.
Prenons également la question de l'installation, du renouvellement des agriculteurs. Quand les agriculteurs quittent leur métier, cèdent leurs terres, en fait le marché est très régulé. Et pour arbitrer entre des projets d'agriculteurs différents, ce sont des commissions locales qui vont décider. Et dans ces commissions locales, que ce soit pour l'environnement, pour l'eau, pour l'installation des agriculteurs, vous avez des représentants des syndicats et le syndicat majoritaire aura un poids déterminant. Et donc, il peut y avoir des vraies différences d'un département à l'autre en termes de politique et de choix. Il peut y avoir des différences dans l'orientation de l'installation, par exemple, ou du traitement des questions environnementales, effectivement. On a vu que la participation à ces élections aux chambres d'agriculture baisse de façon régulière, le nombre d'agriculteurs en France aussi. Est-ce que le nombre d'adhérents aux syndicats agricoles suit la même tendance ? Oui, d'une certaine manière. Alors, dans des études qu'on a faites il y a 20 ans, il y a 10 ans, on voyait que les agriculteurs en Pays de la Loire, en particulier, étaient à peu près 60% à adhérer à un syndicat. Cette année, on a fait une enquête auprès des nouveaux agriculteurs, ceux qui se sont installés il y a moins de 5 ans, et ils sont aujourd'hui moins de 40% à adhérer à un syndicat. Donc, on a une baisse de l'engagement syndical, même si, et il faut le noter, l'engagement professionnel en général et syndical en particulier est plutôt plus vif, plus vivant en Pays de la Loire que dans les autres régions françaises. Et rappelons aussi que le pourcentage de syndiqués en France est autour de 10%, ça veut dire que c'est une profession qui est très syndiquée. Et qui le reste malgré tout. La FNSEA dirige les 5 chambres des Pays de la Loire. Est-ce qu'à l'issue de ces élections, ça peut changer ? Il y a une vraie incertitude sur le résultat de ces élections. Il y a 2 choses. La première chose, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'abstention. Et donc, ça crée évidemment beaucoup d'incertitudes. La deuxième chose, c'est que les dernières élections ont eu lieu il y a 6 ans. Et depuis 6 ans, il y a 20% de nouveaux agriculteurs qui n'ont jamais voté pour les chambres d'agriculture. Et donc, on ne sait pas très bien vers quel syndicat ils vont s'orienter, d'autant plus qu'on l'a rappelé, les agriculteurs, les nouveaux agriculteurs changent un peu de profil et d'aspiration et ça pourrait créer des surprises dans certains départements. On pense à la Loire-Atlantique, par exemple ? On pense bien sûr à la Loire-Atlantique, qui est le département où la communauté d'agriculteurs proches de la Confédération paysanne est la plus nombreuse. Et elle est historiquement, en fait, la Confédération paysanne a dirigé la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique pendant 30 ans. Et ça a créé une culture locale qui reste encore vivante de débat entre 2 orientations syndicales importantes dans ce département. Merci beaucoup Bertille Tharreau. Merci à vous. Voilà donc pour cet entretien et cette émission consacrée aux élections aux chambres d'agriculture qui se poursuivent jusqu'à vendredi prochain. Résultat attendu autour du 6 ou du 8 février. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.